Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bienvenue à La santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité est Dr Xavier Paré. Xavier est chirurgien à Saint-Georges-de-Beauce. Il est le conjoint de Dr Pamela Paquette, que j'ai reçu à 2 reprises en entrevue au cours des dernières semaines. L'entretien aujourd'hui me permet de revenir sur la première année de pratique du Dr Paré dans son hôpital en Beauce. C'est également l'occasion de discuter d'aide humanitaire car non seulement sa conjointe, Dr Paquette, compte retourner en mission humanitaire à moyen terme, Xavier a également décidé de rejoindre les rangs de Médecins sans frontières. Il s'agit donc d'une entrevue fort intéressante avec un chirurgien extrêmement dynamique. Je vous souhaite une bonne écoute. Xavier Paré, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, ça va super bien. Alors, tu es un des choyés qui est invité une deuxième fois au balado. Ça se compte sur le doigt d'une main ou... Pour l'instant. Alors, je t'avais eu en invité il y a plus d'1 an, donc à la fin de ta résidence, là, donc en juin 2021. Puis la raison pour laquelle j'ai été invité aujourd'hui, ça fait un peu suite à l'entrevue que j'ai eue avec ta conjointe, Dr Pamela Paquette, que j'ai eu en entrevue à 2 reprises au cours des dernières semaines, l'épisode 47 et l'épisode 57, pour les auditeurs qui voudront les écouter. Donc, Dr Paquette, Pamela a séjourné au Soudan du Sud en mission humanitaire à la fin de sa première année de pratique. Elle est anesthésiologiste et elle a donc fait une mission humanitaire pour Médecins sans frontières d'une durée d'environ 8 semaines. Donc, les 2 entrevues ont permis, la première entrevue de la rejoindre sur le camp de réfugiés, puis la deuxième à son retour pour avoir un peu son expérience, puis un peu de rétroaction, environ 2 mois après son retour. Alors, d'où est venu l'intérêt de t'avoir comme invité? C'est que, elle m'a confié pendant la deuxième entrevue qu'elle allait retourner en mission humanitaire, ce qui ne me semblait pas clair initialement. Et deuxième surprise ou coup de théâtre, si on peut dire, c'est qu'elle m'a confié également que tu allais donc partir en mission humanitaire. Alors, j'ai demandé à mes inspecteurs d'analyser l'eau à Saint-Georges-de-Beauce pour voir si Médecins sans frontières mettait du poison dans l'eau ou un quelconque médicament. Mais toujours est-il que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, on va parler de ça peut-être un peu plus tard dans l'entrevue. Mais avant ça, Xavier, un peu, j'en profite. Donc, après 1 an de pratique en chirurgie générale, pour te demander peut-être un petit retour sur ta première année. J'aurais aimé savoir un peu là, ce que tu as vécu. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu t'attendais? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont par ailleurs surpris, disons? Ben, je pense que la chose qui m'a le plus surpris en commençant, puis pour avoir peut-être des collègues de chirurgie là, qui écoutent ça, puis qui ont fait la transition vers la pratique,
moi, j'ai été frappé surtout au début, on commence en été. Tous les hôpitaux au Québec, évidemment, sont ralentis l'été, mais là, nous, on a commencé en été, puis en fin de pandémie, où on avait décidé de donner un peu de laisse là, au système, puis de donner un peu plus de congés aux infirmières. Puis il y avait, moi, dans mon milieu, il y avait quelques retraites là, d'infirmières simultanées, fait qu'on fonctionnait vraiment à un débit réduit. Que le plus gros choc que j'ai eu en commençant, finalement, c'est l'espèce de rythme là, pas infernal, là, mais très intense là, de la résidence là, où on travaille beaucoup de jours, mais le R5 en plus on étudie beaucoup. Fait que, tout le temps quelque chose à faire. T'as pas vraiment de moment où tu peux t'asseoir et te dire bon, j'ai rien à faire. Là, d'un coup, la résidence est finie, les études c'est fini, t'as plus besoin d'étudier, du moins pour le moment. Puis là, tu commences à faire ta petite routine de patron. Puis la journée est finie. Puis finalement, le soir, t'as aucune réelle obligation. Peut-être préparer un peu tes cas du lendemain, lire sur des choses qui s'en viennent, mais ça fait, honnêtement, ça a fait un petit vide en commençant, là. Mais heureusement, ça finit tout par passer, là, mais c'est ça. Le changement de beat, là, il est très drastique, là, puis ça a été assez impressionnant au début, là. Est-ce que tu vivais ça comme quelque chose de négatif, comme un deuil ou... Je pense qu'au début, je savais pas comment gérer cette chose-là, puis j'ai un de mes très bons amis, là, Michel Menassa, qui est en fellow à London, puis lui, il a jamais arrêté, finalement, si on veut, entre guillemets, de se faire rincer, là. Oh oui. Puis je pense même qu'il travaille plus fort encore là, qu'il travaillait quand il était comme résident, là, parce on travaille fort, on a des bonnes conditions, puis on sent la collégialité avec les patrons, avec les collègues, c'est quelque chose qui aide énormément à passer au travers de moments plus difficiles. Mais là, lui, il a continué là-dedans, puis finalement, t'as pas nécessairement tout le temps de penser. Fait que c'est un mélange de tout. Là, je pense que c'est un nouvel apprentissage de finalement là, de t'intéresser plus à certains cas, d'avoir d'autres choses, de recommencer à faire plus de sport. Mais ouais, au début, je pense que tu te cherches un peu, là, t'es vraiment en train de chercher de l'ouvrage, là, si on veut, là, en guillemets, là. Fait que ça a été une drôle d'affaire, mais j'ai vraiment des collègues j'ai des collègues jeunes là, qui ont passé par là récemment. Puis j'ai aussi plein de collègues là, qui sont disponibles là, sinon soit pour me donner des cas, soit pour finalement en jaser aussi. Là. Fait que non, c'était vraiment une belle transition, mais c'était particulier. As-tu assez de recul pour penser à ta résidence, puis porter un jugement sur l'intensité de la formation, le nombre d'heures, juger si c'est raisonnable, déraisonnable, nécessaire ou... Moi, je pense qu'un de mes défauts, c'est que j'oublie rapidement là, les points négatifs. Mais moi, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles dans la résidence, mais plus peut-être qu'il y a un peu de nostalgie avec ça, là, mais plus je m'en éloigne, puis plus je trouve que c'était vraiment des beaux moments. Puis on travaille vraiment fort, mais il y a quelque chose du fait de pendant la résidence, t'es toujours en travail d'équipe, t'es toujours avec tes collègues. Souvent, puis le R5, c'est une année très difficile, peut-être au niveau des heures, mais c'est une année vraiment là, presque fraternelle, là, dans le sens que moi, Michel, on s'est suivis toute l'année. On travaillait presque tous les jours ensemble, on se voyait, on se posait des questions, on pouvait parler de ce qui allait pas, puis c'est vraiment, puis t'es toujours en période d'apprentissage, puis mine de rien, on est chirurgien pour opérer, puis t'as des salles d'op à tous les jours quand t'es résident, presque là. Fait que moi je trouve que la résidence, puis je l'entends parce que les résidents, les externes, ils passent chez nous, mais c'est vraiment quelque chose qui est à considérer, là. On parle beaucoup, là, des externes qui veulent pas aller en chirurgie, qui aiment finalement ce qu'on fait, mais qui trouvent que c'est trop intense. Mais je pense qu'il faut vraiment se projeter plus loin que la résidence. La résidence, c'est une période critique où on fait énormément d'heures, mais c'est des heures qui sont nécessaires parce qu'après ça, on n'est pas laissé à nous-mêmes parce qu'on a du sport, mais il faut qu'on soit autonome en finissant. Je pense que le nombre d'heures passées est essentiel, le nombre de cas passés est essentiel. Fait que vraiment, là, puis ça change après la résidence, fait que ça vaut la peine. C'est vraiment un sacrifice de 5 ans. Tant qu'à moi, là, le nombre d'heures vaut la peine, puis c'est pas vrai de, moi, je trouve que j'ai réussi amplement à avoir un équilibre de vie, puis à avoir du plaisir quand même. OK. Avec le recul, moi, j'avais réalisé à l'époque que j'avais probablement fait un genre de syndrome du stress post-traumatique, mais
mais je ne réalisais pas que c'était ça. Mais très léger, là. Mais pendant plusieurs années, là, et quand je dis plusieurs années, j'ai l'impression que ça a probablement duré entre 5 et 10 ans. Je faisais des rêves. J'avais 2 rêves que je faisais toujours. L'un d'eux, j'arrivais aux examens du Collège Royal, je sortais de ma voiture et je paralysais pendant 3 heures de temps. Puis ma Ouais. paralysie rentrait dans l'ordre 5 minutes avant la fin de l'examen. Donc ça, c'est le premier rêve. Le deuxième rêve, le deuxième rêve, j'étais en train d'écrire l'examen écrit. À l'époque, un peu comme maintenant, mais à l'époque, on écrivait l'écrit même un an avant, si on voulait. Et je réalisais à 5 minutes de la fin de l'examen que j'avais répondu à une question sur 180. Mais c'était toujours le même rêve, là. Puis ce qui est particulier, c'est que pendant ma résidence, j'avais pas l'impression d'être particulièrement stressé. Ouais. C'est quand même là que j'ai réalisé que ça générait peut-être plus de pression que l'on pense, là. Moi, les relents que j'ai un peu, c'est... Des fois, il faut que je travaille, c'est toujours en train d'essayer d'optimiser le temps, là. Dans ma tête, je me fais des plans, ok, je vais passer là avant d'aller à telle place pour faire telle place, tout ça, mais j'ai vraiment moins de choses à faire dans ma journée que quand j'étais résident, mais fait que j'optimise un temps qui finalement, je pourrais juste le faire de façon beaucoup plus relaxe, mais non, il faut vraiment que ça soit planifié. Et ça, c'est clairement des relents de résidence, de genre passe à l'urgence, vois les patients, puis mange mais c'est pas effectivement, ça traîne encore. Dis-moi ton niveau de satisfaction par rapport à ta première année de pratique, là, si tu devais donner une note sur 100. Mais je dirais que c'est un bon 90. Là, la seule chose que j'ai trouvé au début, c'était que vraiment là, le débit là, qui était pas à c'était pas à ma satisfaction sur l'été puis l'automne. Puis à partir de l'hiver, là, quand la dernière vague là, majeure là, est passée, on s'est mis à avoir un débit très intéressant. Moi, je me suis mis à avoir d'autres projets collatéraux, là, puis ça a fait que finalement mes semaines étaient beaucoup plus occupées, le bloc opératoire ça a réaugmenté, l'endoscopie a réaugmenté, puis à partir de ce moment-là, je trouve que j'en ai vraiment eu pour mon argent, si on veut, là. Mais ouais, je suis très satisfait, là. Te souviens-tu de ta première impression lors de ta première journée de travail quand tu es entré dans l'hôpital la première journée? Ouais, ma première journée, c'était dire exactement. Je pense que c'était le 2 juillet ou en fait c'était le lundi suivant le 1er juillet. Puis j'étais en endoscopie. Puis l'endoscopie, c'est quelque chose qui, comme tantôt je disais qu'on a des priorités opératoires tous les jours, presque en R5, mais l'endoscopie, j'ai essayé d'y aller dans mes dernières années, mais on favorise vraiment le bloc opératoire, puis on se dit que l'endoscopie, on va pouvoir le retravailler là, sur la dernière année, dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Puis finalement, on le travaille, on est prêt quand on finit, mais on n'est pas aussi bon qu'on est rendu bon bloc opératoire. Qu'on aimerait l'être, peut-être. Exactement. Puis je suis sorti de ma première journée vidé complètement. Je me dis, je vais donner toutes mes priorités d'endoscopie à mes collègues. Je peux pas faire ça. Moi, ma première journée, moi, c'était le 1er août 97, donc sauf erreur, un vendredi. Puis évidemment, j'étais de garde. Ouais. Mais en théorie, rien à l'horaire. Donc j'arrive, à l'époque, je travaillais à Drummondville. J'ai travaillé à Drummondville pendant 7 ans. Puis j'ai des très bons amis là-bas, des mentors. Puis donc, je suis accueilli par mon collègue, Dr Laplante, Richard Laplante. Il me fait visiter l'hôpital. Moi, en théorie, ça s'arrête là. Pour la première journée, je visite l'hôpital, les consultations, s'il y en a. Puis là, l'infirmière Réjeanne, à l'époque, vient me chercher. Puis elle me dit « Docteur Untel est absent pour sa chirurgie mineure. » Donc, il faudrait faire sa chirurgie mineure. Je dis, c'est correct, là. Donc, on imagine qu'il est, je sais pas, 9h, 9h30, là. Fait que je vais en chirurgie mineure. Puis, un des premiers cas, écoute, c'est une jeune fille, là, de peut-être 7-8 ans, qui a un kyste dans le visage. Peut-être dans le sourcil, là.
Puis écoute, à l'époque, j'ai 27 ans. J'ai l'air d'en avoir 19. Alors, la mère est assise dans le coin, puis elle est en train de se dévorer les ongles, là, littéralement. Je vois le niveau d'anxiété dans ses yeux, là, puis je sympathise avec elle. Puis en plus, ça paraît quand on commence, hein, parce que on cherche les gants, on cherche les aiguilles, on cherche les seringues, on connaît pas les noms d'infirmières. Alors, tout ça, ça crée un heureux mélange d'anxiété chez la mère, mais elle est très correcte, là, tu sais. Elle est assise, mais je vois, là, j'ai dit ça, là, elle est pas bien du tout, là, tu sais. Alors, elle tolère ça pendant quelques minutes, puis elle me demande est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez ici? C'est la question qui tue les premières. Je la regarde, puis je dis 2 heures. Après, ça a été le silence complet. Parce que probablement qu'elle s'est dit si je veux donner une chance à ma fille, il faut que je la laisse se concentrer. Alors ça a été mon premier souvenir. Ouais, peu importe ce que ils savent, les patients. Écoute, je voulais te demander aussi, à moins que ce soit confidentiel, ton plus beau souvenir peut-être de ta première année. S'il y en a un, peut-être. Ben, mon plus beau souvenir, je trouve que un des souvenirs, je trouve qui illustre peut-être plus notre capacité finalement à opérer plutôt, puis moi je trouve qu'il illustre vraiment bien là, notre formation, puis ce qu'on est là après avoir passé 5 ans là, à Québec. C'est l'année passée, il y a eu finalement un gros accident de travail à Saint-Georges qui avait généré là, une explosion puis énormément de blessés. Ah oui, c'est vrai. Puis moi j'en étais, de mémoire c'est fin août, début septembre, fait que j'en étais peut-être à 2 mois de pratique. C'est arrivé à lundi matin à 8h. Okay. C'était un moment idéal où tous les chirurgiens rentraient dans l'hôpital, tous les anesthésistes rentraient dans l'hôpital. Il y avait un changement de chiffre à l'urgence, fait que tout le monde était disponible, puis il y avait énormément de personnel. Ce qui nous a permis d'envoyer finalement, il y a un code orange qui a été lancé, puis ça nous a permis d'envoyer tous les patients qui étaient capables de se rendre à Québec. Puis à ce moment-là, j'ai eu à faire des interventions pour lesquelles j'ai été formé de façon théorique, qui finalement c'est pas des interventions qu'on fait jamais là. Puis dans la vie là, d'un chirurgien là, par exemple une crico chirurgicale, dans la vie d'un chirurgien, c'est pas quelque chose qui est fait souvent plus qu'une fois. C'est quoi une crico chirurgicale pour les gens qui ne sont pas chirurgiens? Et même si tu le mimes avec tes doigts, c'est un balado. Finalement, c'est une incision au niveau du cou là, qui est finalement salvatrice pour les gens qu'on n'est pas capable de faire respirer, si on veut, par la bouche ou par le nez. Okay. C'est une intervention d'urgence qui est temporaire, qui sert finalement à sauver la vie pour éventuellement faire une transition vers une trachéotomie qui est une incision le plus permanente. Okay. Puis, bref, cette intervention-là, moi, je l'avais faite évidemment en simulateur. Je l'avais faite, je crois qu'on l'avait faite sur des cochons. Des modèles animaux, ouais, c'est ça. Ouais, des modèles animaux. Puis la formation à Québec nous avait envoyé aussi de faire la formation là, de trauma avancé sur des cadavres là, finalement à Montréal en R5. Fait que on l'a jamais fait sur des humains, puis c'est ça. Je trouve que on prend une aisance là, à la fin de la résidence qui nous permet de sauver des vies, puis c'est un moment où j'ai probablement sauvé une vie le plus littéralement de tout mon début de pratique finalement. Puis c'était très satisfaisant de voir que j'étais apte à faire ces gestes-là. Puis on a appris finalement, tu sais, on se l'est fait, Dr. Péloquin nous l'a rentré dans la tête si on veut, là, mais on apprend à opérer plutôt qu'apprendre à faire des opérations. Puis je trouve que ça s'illustrait très bien là, dans cette manœuvre-là, finalement. Excellent. À l'autre extrémité du spectre, encore une fois, si ça respecte la confidentialité, moi j'ai toujours considéré qu'il y avait une lune de miel quand on commence notre pratique, là, jusqu'à ce qu'on ait notre premier
incident majeur ou notre première complication qui vient dégonfler là, un peu là, ce ballon de confiance qu'on a pu se créer. Puis ce ballon-là, souvent, c'est long à gonfler, mais ça se dégonfle parfois instantanément. As-tu été confronté à ça ou Ouais, la je lune de dirais miel que se poursuit? non, c'est ça. La lune de miel, toute bonne chose a une fin, puis la réalité nous rattrape, là. Puis je pense que ben, il y a plusieurs chirurgiens qui peuvent l'avoir déjà dit. Je me rappelle, je pense, en tout cas, il y a certains, je me rappelle pas exactement qui m'avait dit ça, mais finalement, là, quand t'as pas de complications, c'est que t'as pas assez, là. Mm-hmm. Puis, fait que c'est un peu ça, là. Quand, au début, franchement, là, c'est vraiment très, très frustrant, là. Parce que, je dirais que les 3, 4, 5 premiers mois, là, j'ai pas vraiment eu de complications. T'sais, on peut parler de complications des petites infections de plaies, des choses du genre, mais on s'en balance un peu parce que pour le patient, ça a presque aucune incidence. On peut prendre des antibiotiques, un petit drainage de vitamine C ou quoi que ce soit, mais, rien de majeur. Jusqu'à temps que t'aies une fuite. Ou, par exemple, ben, c'est pour les chirurgiens généraux qui font la colorectale un petit peu. Finalement, la fuite anastomotique, c'est probablement la chose la plus frustrante là, qu'on peut avoir. Tout à Puis fait. ça a pris un bon 5 mois là avant que j'en aille parce qu'on a un débit relativement important, mais on en fait quand même pas 2 par jour quand on fait des résections. Puis c'est ça. La lune de miel, je dirais qu'elle a duré 6 mois. Heureusement, il n'y a pas personne qui a subi là, des conséquences létales de tout ça. Mais c'est très frustrant. Puis éventuellement, ben, on retombe en lune de miel pendant un certain temps, puis ça finit toujours par nous rattraper. On dirait presque que la fameuse loi des séries, c'est comme si ça existait, mais pour l'instant, je pense pas que c'est juste le hasard, mais simplement la frustration qui arrive. Quand t'es pas résident, c'est différent. Parce que quand t'es résident, t'es ramassé à l'étage, tu t'appelles le patron, tu dis hey, t'as une fuite, puis tu t'en vas chez vous le soir. Là, Tout à fait. Ouais. Sinon, le patient a ton nom sur sa carte. Exactement. Puis même écrit au-dessus du lit à Saint-Georges, c'est encore écrit là, Madame Untel, Docteur Xavier Paré. Là. Fait que c'est pas subtil. Le patient d'à côté, il sait là, que c'est Docteur Xavier Paré, là, la complication. Écoute, Xavier, on prend une courte pause, puis on revient dans quelques instants. Excellent. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Xavier, on va parler un peu de médecine humanitaire. On a comme 2 dossiers, là. On a donc le dossier Pamela. On parlait tout à l'heure de ta conjointe là, qui a déjà un voyage à son actif. Elle m'a confié qu'elle allait au Sierra Leone en septembre enseigner l'anesthésie. J'espère que tu es au courant, sinon c'est moi qui te l'apprends. Puis elle m'a parlé d'une deuxième mission en janvier 2023, alors qu'au début, j'avais cru comprendre que c'était vraiment un voyage. Là, on voit vraiment que ça semble quelque chose de beaucoup plus... on l'écoute, puis ça génère même
un désir d'y aller chez l'auditeur. Donc, puis elle m'a même parlé d'une forme de dépendance là, à l'aide humanitaire. Dis-moi, toi là, qui étais quand même, tu lui as déjà dit d'ailleurs, là, mais je l'ai mentionné en balado, que même avec une jambe en moins, tu la trouverais encore belle. Mais cela étant dit, tu l'as vu progresser, ne serait-ce que depuis... elle en parlait depuis longtemps, à ma connaissance, mais tu l'as vu aller au cours de la dernière année. Puis quel regard tu portais là-dessus, toi, je dirais pas de l'extérieur, mais quand même un peu en tant qu'observateur, mais un observateur intéressé, là, ça demeure ta compagne de vie? Ben, je dirais que ça a été vraiment là, une espèce de cheminement en escalier, là, si on veut. Là. OK. Parce que finalement, on avait, depuis longtemps, là, elle a un intérêt. Elle est allée au Madagascar avec le programme d'anesthésie. Ça a généré encore plus d'intérêt. Puis finalement, ben, on est à une période où finalement tout le monde est soit en train d'avoir des enfants, soit sur le bord, soit ça s'en vient. Fait que là, le plan, on se disait, bon ben, éventuellement, peut-être qu'on va avoir des enfants, fait que c'est le temps, là, finalement, de faire Médecins sans frontières pour elle. Puis, parce que, finalement, il y a principalement 2 groupes d'âge là, qui font ces médecins, ces missions-là. C'est des gens qui n'ont pas encore d'enfants ou des gens dont les enfants sont quand même d'un certain âge la majorité du temps parce que c'est beaucoup plus facile dans ces conditions-là. Je pense pas que les gens qui ont un bébé, là, ça doit pas représenter une portion très importante des gens qui se déplacent nécessairement dans Médecins sans frontières. Mais ça, c'est mon œil extérieur parce que je l'ai pas encore vécu. Fait que, elle fait sa première mission. Puis le plan, ça a toujours été de continuer d'en faire, par contre. Mais c'était pas nécessairement maintenant. OK. c'est ce que j'avais compris. Exactement. Fait que là, on est passé de on va en refaire à quand est-ce que je repars. Puis là, c'est ça. Il y a eu une transition assez rapide. Puis là, ça s'est stabilisé. Puis finalement, ben, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Puis on en est même, ben, je pense qu'elle m'a effectivement contaminé. Parce que c'est effectivement une période, je dirais, si on veut, intéressante de notre vie. On vient tout juste de finir notre résidence. On recommence à avoir de l'énergie post-résidence. On a des milieux de travail qui sont vraiment disponibles là, pour nous laisser partir. Fait que, ouais, elle m'a contaminé là, pour que moi-même, je décide finalement de peut-être me lancer là, dans l'aventure en janvier, probablement aussi, mais pas avec elle, par contre. Parce que ça, c'est une particularité de Médecins sans frontières. Mais dans son cas, quand elle revenait, elle voulait réellement repartir le plus tôt possible. Puis finalement, je pense que c'est quand même quelque chose qui se fait un peu là, comme un avion là, du touch and go. Là. Au retour, ça prend vraiment un atterrissage qui, parfois, là, peut être relativement long, mais qui permet finalement de renormaliser les choses avant un autre départ là, éventuel. Mais je pense qu'il y a des gens, là, par exemple, les gens qui partent 6 mois, qui réussissent même pas à atterrir finalement entre-temps, parce que ça devient réellement une carrière. C'est l'avantage, par contre, des médecins spécialistes qui font des missions beaucoup plus courtes, puis qui doivent maintenir une vie plutôt normale là, dans leur quotidien, parce que c'est finalement leur base, si on veut. Tu me parlais de Pamela avant son voyage, puis après, est-ce que elle me confiait qu'à son retour, là, elle est partie presque à regret là, du Soudan du Sud. Elle trouvait ça difficile de quitter, là, mais elle devait revenir, là, puis elle avait hâte de revenir, mais était même déchirée par le fait de quitter. C'est vraiment quelque chose de fort. Alors, toi, là, comment tu la voyais avant qu'elle quitte? Comment tu la voyais vraiment quand elle est arrivée, là, les premiers jours? Puis peut-être maintenant, là, après, peut-être 2 mois après son retour environ, ou 2 mois et demi, là. Ben, avant de quitter, elle était finalement un peu comme beaucoup de gens, là, finalement, avaient ses craintes et des appréhensions parce qu'elle s'en allait au Soudan du Sud, puis c'était des appréhensions, des craintes très occidentales, là, finalement, là, dans le sens que c'est pas qu'il y ait d'accident, pas être blessé, etc., etc. T'sais, je veux-tu être correct, je veux-tu trouver... Mais juste d'arriver au Soudan du Sud, puis trouver son transport, puis pouvoir se rendre en sécurité sur le site. Puis après quelques jours, on était encore là-dedans, puis même il y avait des questionnements au début. Elle trouvait ça relativement plate, entre guillemets, si on veut, parce qu'au début, elle avait été confinée là, à la capitale, puis il se passait rien, puis c'était des documents administratifs à remplir.
Mais à partir du moment où elle a mis le pied là, dans les campements, là, ça a été une toute autre Pamela, là, je dirais. Okay. C'est là qu'elle a vraiment compris que ce qu'elle faisait, c'était très intense, très intéressant, puis très stimulant. Puis j'ai vraiment eu l'impression qu'à partir de ce moment-là, elle est devenue beaucoup plus satisfaite de son choix. Puis quand elle est revenue de là, on avait finalement face à nous là, une Pamela qui, je dirais, était très, je pense que accomplie, mais accomplie avec un petit high de plus. Là. Okay. On avait presque de l'exaltation, là, puis elle en parle un peu là, de tout ça, mais c'est très addictif, puis on le sent chez tous les gens qui le font. Puis le retour, là, c'est... je sais pas où c'est qu'elle prenait son énergie, là, mais c'est ça. Le sommeil diminué, sportive de façon décuplée, parce que finalement, là-bas, le rythme de vie est différent. Là. Ils se lèvent ensemble, ils font du sport, ils travaillent ensemble toute la journée, puis le soir, ils refont du sport encore ensemble. Puis, fait que c'est ça. J'avais vraiment l'impression qu'elle avait découvert une nouvelle facette d'elle-même. Okay. Il procurait un sentiment d'accomplissement. Puis cette espèce d'exaltation-là, ça a pris presque 2 mois, finalement, avant de s'atténuer. Puis ça reste encore, là, quand on en parle, là, ça vient si on veut, c'est un peu quétaine, mais quand même, on voit là, qu'elle devient très passionnée là, par le sujet, puis presque des étoiles dans les yeux quand on en parle. Puis je pense que c'est quelque chose qui va faire partie de sa vie là, pour le meilleur et pour le pire là, pour les prochaines années, effectivement. Là, parce que c'est en combinant sa pratique à Saint-Georges, qui est plus standard occidental, avec une pratique là, de Médecins sans frontières, où elle se sent vraiment le plus accomplie. Sa décision là, de repartir... il y a 2 volets. Là. Le Sierra Leone, c'est plus une formation, mais sa décision de faire une 2e mission, toi, tu l'as appris quand? Ouais, ça, c'est quand même une bonne histoire. Là. Au début, comment elle me disait ça? Elle me disait... Au début, premièrement, quand elle est partie, elle repartait pas. Là. Pas tout de suite, du moins, là, vraiment pas dans les prochains mois. C'était plutôt une histoire de dans quelques années. Puis là, on est passé vers le milieu de la mission, on se parlait au téléphone, puis elle dit « Ouais, je pense que je vais en refaire une autre. » Puis là, au retour, on était rendu à... Je pense que je vais faire au moins 2 missions par année de 2 à 3 mois. Puis finalement, c'était une escalade incroyable. Puis je pense que ça allait avec... Finalement, c'est le fait qu'elle aimait tellement ce qu'elle faisait, puis elle trouvait que c'était tellement complémentaire à sa pratique qu'elle voulait vraiment en faire énormément. Fait que je dirais que c'est autour de la mi-mission. Puis c'est vrai, et ce bout-là, je l'ai trouvé un petit peu difficile. Parce que toi, tu restes chez toi, t'es encore dans ta routine, qui finalement a un quotidien là, de, si on veut, là, de famille là, à la maison. Ouais. Qui est chamboulé quand même un peu. Mais bon, c'est pour le mieux, puis l'important, c'est vraiment de chacun être heureux dans sa pratique. Là. Tout à fait. Ouais. Et toi, finalement, tu as été emporté par la vague. Là. Ouais. Et tu as décidé de t'impliquer. Là. Donc, comme chirurgien, ce que j'ai compris, c'est que antérieurement, Médecins sans frontières ne prenait pas des spécialistes en début de pratique comme toi. Puis là, les critères ont changé. Donc, finalement, tu as accès à des missions humanitaires peut-être un peu plus tôt qu'avant, disons. Ouais, quand Pamela était partie, quand on regardait sur le site internet, j'arrivais pas à trouver d'endroit où il disait qu'il recrutait. Puis en fin de mission, finalement, c'est comme s'il avait changé là, sur le site. Là, il recrutait des chirurgiens. Il demande quand même 2 ans d'expérience. Ce que j'avais pas à ce moment-là. Mais quand je vais partir, je vais être à 1 an et demi d'expérience, si on veut. Par contre, le fait que je vais pratiquer dans le Nord de temps à autre, je pense que ça a joué en faveur dans mon cas. Le fait que je connaissais vraiment de façon, si on veut, là, à travers Pamela, je connaissais quand même ce que ça impliquait. C'était pas finalement de nulle part, là, mon idée de m'impliquer. Ça a probablement joué en ma faveur. Puis c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai appris aussi qu'il y a des niveaux finalement de mission. T'sais, moi, j'avais une crainte en m'inscrivant, c'est que je veux pas aller en Ukraine, finalement. Puis ils m'ont dit, effectivement, mais de toute façon, on t'enverrait pas là. Parce que c'est pas une mission pour des profils juniors qui appellent. T'as des profils de chirurgiens juniors, puis probablement des profils de chirurgiens seniors, des gens qui ont plus d'expérience en humanitaire.
qui ont géré des missions probablement plus complexes puis des cas plus complexes. OK. Quand tu fais ces démarches-là, est-ce que as-tu le loisir, par exemple, d'être mis en contact avec des chirurgiens qui font des missions depuis un certain temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est disponible ou qui te conseille là-dedans? C'est des employés permanents de Médecins sans frontières, ça? Une fois que tu es dans le système, Moi, dans le moment où j'imagine où tu voudrais quelqu'un qui serait en réflexion, qui voudrait prendre de l'information. probablement qu'il y a. Ben, tu sais, la chirurgie, au Québec, c'est une petite communauté. Fait que déjà, on sait. Moi, je savais qu'il y avait Ali, qui est à Châteauguay, je pense, qui en faisait. Ali El Hadj, ouais. Exact. Puis, j'avais déjà croisé une fois à la QC, on en avait discuté brièvement. Mais sinon, pour ma part, là, il n'y avait pas vraiment personne à qui parler. Mais je pense que sur le site de Médecins sans frontières, au niveau recrutement, c'est sûr qu'il y a quelqu'un disponible pour le faire. Ta première motivation pour faire ça, est-ce que c'est toi-même qui as un attrait pour la médecine humanitaire ou c'est peut-être, en quelque sorte, de comprendre ce que ta conjointe vit ou veut vivre? Je pense que c'est une excellente question. Là, puis je pense il y a une bonne partie de moi, finalement, qui est de... Finalement, je dirais que c'est presque 50-50. Là. Okay. Ce qu'elle a vécu, c'était tellement intense, puis tellement intéressant. Puis je pense que c'est tellement formateur aussi pour un chirurgien. Que c'est sûr que ça m'a donné le goût. Puis de voir quelqu'un, ben, je pense que ça t'a condamné un peu aussi, là. De voir quelqu'un qui est aussi passionné par un sujet. Moi, je vis avec en plus. C'est sûr que tu te dis, ben, coudonc, ça doit vraiment être quelque chose, tu sais, de très intéressant. Puis là, finalement, tu fais tes recherches un peu. Puis moi, j'ai toujours eu un intérêt non académique là, pour la politique internationale, puis les relations, les guerres, etc. Ça m'a toujours intéressé. Là. Puis j'avais toujours eu un profil là, qui s'intéressait finalement. Là, moi, j'aurais probablement fait... Si Pamela avait pas été dans ma vie, j'aurais probablement fait la réserve. Puis je sais pas, j'aurais fait des missions, possiblement. Mais en vieillissant, le profil militaire m'intéressait peut-être un peu moins. Puis en étant confronté aux valeurs de Médecins sans frontières, ça m'a vraiment ouvert les yeux là, par rapport à ça. Puis je pense qu'effectivement, j'ai un profil de valeur qui correspond probablement plus à celle de Médecins sans frontières, qui a une organisation militaire. Puis bref, c'est comme ça. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose que tu as envie de comprendre quand tu vois quelqu'un qui arrive puis qui pas changé, mais accompli là, comme ça. Tu te dis, ben, coudonc, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Pamela me disait qu'elle, du point de vue anesthésique, elle est arrivée au Soudan du Sud parfaitement formée, complètement autonome. Elle a même fait preuve d'imagination là, pour gérer des problèmes d'hémorragie, des problèmes d'hypothermie. Nous, en chirurgie, le paradoxe un peu, c'est d'après ce que je comprends, en t'inscrivant à Médecins sans frontières, tu es un peu confronté à ton incompétence dans certains domaines. Ça nécessite d'autres formations. Effectivement, là, puis même pour ce qui est de la chirurgie générale, ben moi, ma formation, je pourrais dire que c'est une formation de chirurgie générale en laparoscopie, presque. S'il n'y a pas de laparoscopie, bien évidemment, là, je pourrais dire, je sais pas si c'est dans la totalité, mais dans la très grande majorité des missions de Médecins sans frontières. Puis la chose qu'il y a beaucoup plus, évidemment, c'est de la gynécologie obstétrique et de l'orthopédie. Quelque chose que probablement des chirurgiens québécois, canadiens d'il y a 100 ans auraient fait sans aucun problème, mais qui est beaucoup moins fréquent chez nous. Puis les recruteurs de Médecins sans frontières, mon dossier, finalement, c'est vraiment intéressant. Ils demandent une espèce de CV qui est déjà fait de quelques pages dans lequel ils mettent une liste très longue de procédures. Ils demandent combien de fois tu l'as fait, si tu l'as déjà fait même, et si tu serais capable si c'était une possibilité pour toi, finalement, de l'enseigner à quelqu'un sur place. OK. Est-ce que tu es assez à l'aise pour l'enseigner? Puis c'est vraiment un CV là, qui est très organisé par rapport à ça.
Puis finalement, en l'analysant puis en voyant mes lacunes, ben, c'est là qu'ils ont dit que je correspondais parfaitement à un profil junior avec quelques lacunes là, au niveau de la gynécologie puis de l'orthopédie. Okay. Bon, maintenant, rendu là, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Ben, moi, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai fait mes premières assistances en césarienne avec mes collègues à Saint-Georges qui ont accepté gentiment de me former, si on veut, là, à la césarienne. Puis le CAGS, l'Association canadienne de chirurgie, offre une espèce de programme là, à Toronto, une journée, plus des cours à l'automne, plus de présenter là, une espèce de recueil là, de 25 césariennes pour être certifié là, comme chirurgien général pour en faire des césariennes au Canada. Fait que j'ai commencé aussi ce processus-là. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est l'orthopédie. Parce que même l'orthopédie d'ici ne correspond plus à la pratique d'orthopédie dans la majorité des missions de Médecins sans frontières. Parce que je parlais puis Pamela en a probablement parlé, mais de mettre des tractions puis de laisser le patient en traction pendant des semaines, c'est pas nécessairement, en fait, c'est pas une pratique moderne, occidentale, si on veut. Puis mettre des fixateurs externes, bon, on fait ça pour des fractures ouvertes, très contaminées, mais c'est pas une pratique qui est très commune ici non plus. Fait que ça va être le versant un peu difficile là, au niveau de la formation, effectivement. Je pense que je vais la faire dans les livres, puis je vais espérer croiser des chirurgiens sur le terrain là, qui vont pouvoir m'aider là, dans ce registre-là. À l'inverse, ou plutôt le bon côté de ça, c'est que ça menace rarement la vie. Effectivement. C'est ça. Puis pour compléter avec réfléchir. Non, c'est ça. Puis pour compléter avec la gynécologie, je présume qu'il faut être capable d'enlever l'utérus ou ouais. Chez une femme enceinte, ça peut être un défi, ça aussi. Ça peut être assez sportif parce que. Qui vient d'avoir une césarienne ou qui vient d'accoucher plutôt là. Ouais, parce que les vaisseaux sont gorgés de sang, puis effectivement, ça peut saigner là, de façon spectaculaire. C'est quelque chose, effectivement, que je crois qu'il sera abordé là, dans le cours canadien là, de chirurgie. De façon paradoxale, j'ai eu en entrevue il y a quelques semaines Dr Julien Clément, tu connais? Ouais. Qui est allé en Afghanistan, puis qui me disait qu'à l'époque, un des chirurgiens militaires, ou tout au moins un des chirurgiens qui était à la base là, à Kandahar, je ne sais pas si c'était un militaire ou un civil contractuel, était surspécialisé en orthopédie. Et pour cet orthopédiste-là, l'amputation était un échec thérapeutique. Alors, la surspécialisation de l'orthopédiste créait un enjeu au niveau de l'utilisation des ressources, parce que dans bien des cas, compte tenu du contexte de guerre, du débit, du type de blessure, la réponse était l'amputation. Ce chirurgien-là était tout le temps dans un processus de sauver des membres. Puis Dr Clément me confiait qu'à l'occasion, il fallait mettre un peu de pression sur l'orthopédiste pour lui dire le meilleur traitement ici. Peut rester en danger. Moi, le meilleur traitement, c'est de l'amputer ici, malheureusement, puis de passer au suivant. Donc, c'est comme si la surqualification pouvait devenir un enjeu également. Donc, mais écoute, je ne suis pas inquiet pour toi. Là. J'imagine, comme disait Dr Péloquin, c'est quand on s'est opéré, tu vas probablement... mais je peux comprendre les enjeux liés à ça, là, de dire qu'on commence à rentrer des vis là, dans des fémurs, puis dans des tibias, puis de... Peut-être que tu pourrais aussi t'organiser un stage en menuiserie à Saint-Georges avant de partir. Je regardais pour le DEP, j'en parle. Écoute, Xavier, je voulais te demander, il est peut-être trop tôt, puis ça vous concerne peut-être votre intimité, mais là, cette double implication-là, là, au niveau de Médecins sans frontières synchrone, est-ce que ça change un peu certains plans au niveau de votre vie, ou vous vous dites, on va y aller un peu 6 mois à la fois, disons, là? Ouais, ben on y va. Pour l'instant, le plan, c'est vraiment on est très bien à Saint-Georges, fait que c'est un peu notre, si on veut, notre port d'attache. Là. OK. Puis c'est vraiment un jour à la fois, là, puis on prend les opportunités qui nous intéressent et qui se présentent finalement. OK. Puis toi, ta première mission, tu visais quoi? Tu me disais pas l'Ukraine, mais avais-tu une préférence ou un objectif? J'aimerais ça aller. C'est sûr que là, il y a deux côtés de moi qui parlent à la fois, là, puis j'ai les mêmes craintes que probablement quelques personnes, du moins, qui s'inscrivent à Médecins sans frontières. C'est sûr que
le potentiel là, d'être victime d'un accident quelconque, là, d'un tir de but, puis tout ça, c'est un peu épeurant, si on veut, mais je pense que ce qui m'intéresse le plus, ça serait probablement d'aller dans une zone un peu, quand même, de conflit actif pour faire de la traumatologie réelle. OK. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens d'MSF, on connaît pas le système exact là, de la façon dont ils répartissent les missions, mais il y a vraiment, ils matchent les profils, si on veut, avec les missions pour essayer d'avoir des gens qui vont correspondre le plus là, aux objectifs de la mission, puis finalement pas dire moi c'est ma dernière mission, c'était beaucoup trop intense pour moi, puis ouais. OK. Et je leur fais assez confiance, puis on verra bien, là, mais je suis très, très ouvert. J'ai vraiment, honnêtement, puis ça s'en vient, c'est en septembre qu'on devrait savoir nos assignations. J'ai très, très hâte de savoir. Donc, vous visez, vous souhaitez quitter en même temps, mais vous n'irez pas au même endroit. Exactement. En gros. Tu me parlais de tes collègues qui étaient très compréhensifs. Parle-moi donc un peu de vos familles respectives, là. Est-ce qu'il y en a qui se grattent la tête puis se demandent ce qui se passe un peu dans votre vie, là, sortir d'une résidence hyper exigeante? Puis entre guillemets, j'imagine qu'il y en a qui doivent le dire ou le penser, de dire de ne pas profiter de la vie, puis se remettre tout de suite dans des conditions, on appellerait ça peut-être en anglais des adrenaline junkies un peu, là. Je pense qu'effectivement, on a un petit problème, là, Pamela et moi, c'est de rester dans la routine. Puis des fois, ça arrive en plus qu'on arrive le soir, on se regarde, on dit ouais là, on va peut-être prendre ça relax pendant une couple de jours, une couple de semaines. Ouais. Puis effectivement, c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire. Mais c'est ça. Je pense qu'on accepte rapidement des projets, puis on est bien content de les réaliser, puis ça fait qu'au final, on vit plein d'expériences, mais de temps en temps, ça peut être épuisant, mais on recharge les batteries, puis on repart. Mais oui, il y a on est à peine sorti de la résidence, on est déjà reparti, si on veut, dans des nouveaux projets. Il y a effectivement des gens qui se demandent, puis tu sais, c'est un peu stéréotypé, mais je veux dire, on a comme, si on veut, on a la belle vie, là, dans le sens qu'il est anesthésiste, je suis chirurgien, on a une belle propriété, on a une belle carrière, on a nos fins de semaine, on travaille pas toutes les fins de semaine. Il y a effectivement des gens dans nos entourages qui se demandent pourquoi on part finalement 2 mois, puis c'est pas du bénévolat, là, mais ça correspond pas vraiment là, à une rémunération si significative que ça. Faut vraiment pas le faire pour l'argent si on veut. Ah, tout à fait. Mais est-ce que les gens, disons, passent des commentaires ou c'est plus dans le non-verbal ou il y a vraiment de l'incompréhension de certaines personnes là, qui peuvent dire pourquoi tu t'en vas là-bas? En plus, ils ont l'impression, puis surtout les parents, là, comme moi, j'avais un peu d'appréhension par rapport à la sécurité de ma conjointe. J'en ai beaucoup moins maintenant que j'ai une confiance quand même assez importante dans l'organisation de Médecins sans frontières qui est très précautionneuse, qui fait très attention, puis qui est très au fait là, de ce qui se passe sur le terrain. Mais il y a, côté familial, il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions par rapport à la sécurité. Ah oui. Puis c'est finalement les mêmes que j'ai moi-même, fait que ce serait difficile de leur enlever. Là. Je peux comprendre pour des parents là, qui voient partir leur enfant de... Je peux comprendre, là, c'est certain. Là, il y a une part d'incompréhension, puis l'inconnu, hein, puis ensuite ce qu'on voit dans les journaux, puis... Très intéressant, mon cher. Dis-moi, tu connais la formule de l'entrevue, donc en général, c'est un peu plus ludique vers la fin. Donc, c'est ta deuxième visite, donc tu as le droit une deuxième fois à une section baguette magique. Donc, tu as le droit... la première fois, je ne t'avais rien demandé, mais là, cette fois-ci, je te demanderais si tu pouvais changer une chose dans le système de santé québécois en août 2022, ce serait quoi? Moi, c'est quelque chose qui me tient de plus en plus à cœur, là, mais ça prendrait vraiment littéralement une baguette magique pour faire quelque chose. C'est le système de santé dans le Nord québécois. Là, c'est tout le monde qui est là travaille vraiment fort puis essaie de faire le mieux qu'ils peuvent, mais c'est vraiment deux mondes, là, finalement, le système qu'on a au sud, puis par rapport au système au nord. Je pense qu'à travers les entrevues que tu as faites, tu as entendu énormément parler. Mais
l'exemple le plus criant, c'est au sud, si on a une unité d'obstétrique où il n'y a pas quelqu'un qui est apte à pratiquer une césarienne, on ferme l'hôpital au niveau obstétrical. Les gens sont dérivés vers d'autres milieux où il y a des gens qui sont aptes à faire des césariennes, où il y a un anesthésiste. Ben, il y a même pas finalement, il y a ni anesthésiste ni chirurgien pour tout le service là, finalement là, de la baie du Tson et la baie d'Ungava. Ça, c'est l'exemple le plus criant. Puis les gens accouchent finalement là-bas avec un travail spectaculaire qui est fait par les sages-femmes, sans support chirurgical. Okay. C'est un des exemples parmi tant d'autres, mais je pense qu'on a énormément de travail à faire de ce côté-là. Ça, tu me racontes ça parce que, chose dont on n'a pas parlé, tu vas travailler dans le Grand Nord. Ouais. Eh bien, je vais là, environ 1 fois ou 3 mois faire finalement des cliniques d'endoscopie. Ouais. Puis c'est un projet qui est nouveau, c'est super intéressant, ça me permet de voir des coins de pays là, finalement qui est impossible à aller voir sans vraiment avoir une raison d'y aller parce que le coût du billet d'avion est très prohibitif, là, on parle de 4 000 $ la pièce. Là. OK. Fait que ouais, mais c'est quelque chose qui finalement c'est chez nous. Ça m'a fait un grand plaisir d'y aller. Je vais continuer à y aller tant aussi longtemps là, qu'ils vont avoir besoin. On va peut-être même redémarrer là, le programme là, de chirurgie générale à cet endroit, dans des conditions là, qu'on essaie de faire le mieux qu'on peut avec finalement l'équipe qui est là, qui travaille super fort. Mais ouais, c'est vraiment c'est difficile. C'est contrastant là, avec notre pratique au sud. Ah oui. Et si je reprends la baguette magique et je te laisse rencontrer quelqu'un dans le monde de ton choix, vivant ou décédé, la première fois tu avais choisi Roger Grégoire et ton rêve s'était exaucé dans l'après-midi. Peut-être cette fois-ci un objectif plus difficile ou... Ouais. Ça fait... sachant que j'allais faire l'entrevue, ça fait quelques jours que je me creuse la tête là-dessus. Puis, j'étais en train... Finalement, j'ai pas une grande célébrité, mais quand même là, quelqu'un qui est finalement le père de la chirurgie moderne, là, qui est possiblement dans ma famille. J'aimerais le croire, là, mais j'aimerais bien rencontrer là, Ambroise Paré. OK. Si c'est possible. Fait que j'attends. Je suis disponible cette semaine, là, au besoin. Mais moi, j'étais en train de lire une biographie sur sa vie, là, puis ce qu'on est capable d'en tirer. Puis franchement, là, lui, il aurait fait des césariennes avec un taux de complications puis de survie qui aurait été probablement très limité, mais quand même, ça y aurait pas fait peur. OK. Ah, ben c'est très intéressant. C'est un bon choix, ça. En conclusion, ou avant de nous quitter, as-tu une dernière pensée ou un conseil pour nos auditeurs? Ben, moi, ce que je conseille, là, finalement, c'est Je pense que c'est important, là, finalement, de pas penser quand on finit notre pratique chirurgicale, puis Dr Gagné, dans le fond, c'est un bel exemple de ça aussi, là, tu fais la pratique que tu as envie d'avoir, mais après ça, s'il y a des modifications que tu as envie de faire à ta carrière ou des changements de direction, ben en partant de Drummondville puis en revenant à Québec, si on veut, puis en repartant à Fellow en pleine carrière, là, faire au Japon puis tout ça, moi je trouve que c'est vraiment des belles initiatives. C'est un peu ce que ma conjointe fait en allant à Médecins sans frontières. Finalement, c'est pas des carrières qui sont très linéaires, mais je trouve que c'est des carrières qui, à mon œil, à moi, permettent là, en tout cas, moi, je trouve que ça me permet personnellement de m'accomplir là, de façon plus importante en vraiment faisant des choses qui sont peut-être non conventionnelles, mais qui me permettent là, d'avoir une diversité dans ma pratique. J'avais tendance à dire à une certaine époque où une carrière monolithique pour un chirurgien, c'était comme une température élevée pour le vin, donc ça donne de l'amertume et un vieillissement prématuré. C'est bon, écoute mon cher, je te remercie beaucoup. Donc, ça a été très agréable. Je pense qu'on va avoir certainement l'occasion d'en reparler, donc d'assurer un suivi, puis on va se revoir sûrement au cours des prochaines semaines. C'était un plaisir. Merci. Bye. Salut, Dr. Gagné.